Ça y est, le début de l'enregistrement a commencé. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette webconférence avec notre partenaire Super Indep. Il a dit. Bonjour Alexia, bonjour tout le monde. Bonjour Adonis, Amine, Angelina, Laure, Arnaud, Aurélie. Je ne vais pas pouvoir tous les faire parce que vous êtes beaucoup trop nombreux. Mais c'est un plaisir de tous vous voir. Oui, bienvenue à tous. On vous laisse rentrer, vous connecter, vérifier votre son et tous vos détails techniques pour passer 1 heure ensemble. On vous laisse tous nous rejoindre. Pour rappel, on vous donnera un email, on vous enverra un email à la fin de cette webconférence avec un replay sur cette thématique qu'on va évoquer ensemble. Et vous pourrez avoir aussi toutes les informations concernant Super Indep. Bonjour à tous, on vous laisse nous rejoindre. On va commencer dans quelques minutes. Ça y est, on a passé la barre des 100 personnes. Bravo à vous. Ouais, ça grimpe encore. Et vous êtes très très à l'heure, ce qui est très impressionnant. Super, merci à tous de nous rejoindre de Belfort. Je ne sais pas si vous êtes aussi dans les Outre-mer ou ailleurs. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire en fonction d'où vous venez. Est-ce que vous pouvez commencer à préciser aussi dans le chat pour que j'oriente un petit peu après les discussions, c'est si vous êtes déjà en activité, notamment si vous êtes en micro-entreprise. Ah, salut les Lyonnais, on n'est pas loin. Moi, je suis à Lyon aussi. Donc, ouais, si vous êtes déjà en micro-entreprise ou pas, et quelle est votre activité pour ceux qui ont déjà des activités. Si vous êtes en création, effectivement, vous pouvez préciser que vous êtes en création. Super, il y a pas mal de créations, en cours de création. On arrive à 120 personnes. Je pense qu'on va commencer. Et on aura l'occasion de vous poser des questions et n'hésitez pas en tout cas à répondre dans le chat. L'objectif de cette webconférence, c'est que ça soit vivant et que vous appreniez plein de choses et qu'on va en tout cas essayer de répondre aussi à toutes vos questions. Je commence, je me présente, je m'appelle Alicia, je travaille à l'ADI et du coup pour cette webconférence, nous avons fait appel à Emilien de Super Indep qui va vous parler de la thématique Tout comprendre sur la TVA et le régime de la micro-entreprise dans quelques instants. Du coup, pour rappel, l'association de l'ADI, ça a été fondée par une Polonaise, Maria Nowak, en 89. Et elle défend vraiment l'idée que le microcrédit est accessible à tout le monde et que pour se lancer ou pour développer son projet, vous avez besoin aussi d'un accompagnement professionnel et personnalisé. Donc, l'objectif de l'ADI, c'est de vraiment vous accompagner à un financement et à lancer votre entreprise. Donc, aujourd'hui, on est à peu près 900 salariés sur toute la France, mais aussi dans les dom-toms. Et on est bien évidemment accompagné d'une bonne brigade de bénévoles. Il y a à peu près 1300 bénévoles aussi sur tout le territoire. Donc, n'hésitez pas à retrouver l'agence la plus proche de chez vous en scannant ce QR code ou sinon en nous retrouvant aussi sur le site de ladi.org. S'il n'y a pas une agence tout proche de chez vous, il y a peut-être une permanence, c'est-à-dire des salariés de l'ADI qui viennent se relayer pour pouvoir vous conseiller et vous accompagner dans votre projet, où que vous en soyez. En tout cas, c'est un bon relais aussi pour vous orienter vers les bons interlocuteurs, sachant que
bah, voilà, la création d'une entreprise, c'est quand même pas simple et donc c'est pour ça que l'ADI vous accompagne tout au long de cette belle aventure. Donc, oui, voilà, pour rappel, ça se base sur 3 piliers. L'ADI se base sur, au tout début, conseiller tous ceux qui veulent devenir entrepreneurs et en fait accepte voilà, tout le monde. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. L'objectif, c'est que tout le monde puisse se lancer et être accompagné. Donc, ça comprend pouvoir lancer son activité et la lancer de manière sereine ou alors développer déjà son activité actuelle. Et enfin, notre 3e mission, c'est le plaidoyer. Donc, c'est promouvoir à tous les autres interlocuteurs, à tous les autres institutions nationales, le droit à l'initiative économique pour tous. Donc voilà, n'hésitez pas à retrouver du coup un numéro d'appel si jamais vous voulez prendre rendez-vous en ligne ou toute autre question. Et bah voilà, je laisse la parole maintenant à Émilien sur le sujet de la TVA pour les indépendants. Merci beaucoup, merci Alicia. Je vois effectivement qu'il y a en fait beaucoup de sujets autour de la création, ce qui est assez normal. Donc je ferai peut-être un peu d'adaptation du coup, pour peut-être moins rentrer dans le détail de vraiment la TVA et venir plus sur les spécificités de la micro et dans quel cas c'est intéressant pour votre activité ou pas. Donc n'hésitez pas bien sûr à poser toutes vos questions pendant la présentation, c'est vraiment le but. Moi je m'appelle Émilien, je suis à la base développeur informatique. Voilà, je suis sorti de l'école en 2009, j'étais très content, je fais mon petit parcours, et puis rapidement, je me suis mis à mon compte pour tout un tas de raisons, qui doit sans doute faire écho avec pas mal de gens chez vous ici, notamment une des raisons principales, c'est que je trouvais plus de sens dans mon travail, j'avais besoin de quelque chose sur lequel je puisse reprendre la main, j'avais vraiment besoin d'avoir un projet qui me parlait plus, et donc c'est vraiment, tout est parti de là. Et donc je me suis mis à mon compte, j'ai rencontré tout un tas de problèmes administratifs, et étant développeur à l'origine, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que les gens qui passent derrière moi n'aient pas ces soucis administratifs, parce que franchement, c'est quand même assez insupportable quand vous avez eu le courage de vous lancer, quand vous avez réussi à trouver un business, un financement, quand vous avez tout bien fait, et puis qu'à la fin, vous vous prenez, je ne sais pas, une régule des impôts, de la TVA ou de je ne sais quoi, parce que vous n'aviez pas bien lu les petites lignes que vous étiez censé connaître, parce qu'évidemment, nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, je me doute que vous avez tous le code des impôts comme livre de chevet, mais voilà, en général, du coup, il y a un petit peu cette problématique quand on se lance où on sait que c'est des sujets importants, on sait qu'il faudrait se faire accompagner sur la partie fiscale, sociale, sauf que quand on se lance, on n'a pas de sous, en fait. Et donc, c'est très compliqué d'aller chercher, le comptable, en général, il ne travaille pas gratuitement, bref. Donc, l'idée qu'on a eue, ça a été de dire, OK, on va proposer une solution, un peu comme l'ADI qui accompagne beaucoup de porteurs de projets, de petits porteurs de projets qui veulent lancer des projets à base de microcrédits. Nous, on a décidé de se spécialiser sur les micro-entrepreneurs parce qu'en fait, aujourd'hui, parmi tous les entrepreneurs, ils sont parmi les plus mal accompagnés, justement parce que très souvent, ils n'ont pas les moyens de se payer un comptable. Et donc, on a décidé de faire un service vraiment adapté à eux en termes de prix. Donc, Super Adapt, c'est à partir de 19 € par mois. Et l'idée, c'est vraiment de proposer un accompagnement aussi qualitatif que si vous aviez un comptable, tout simplement parce qu'on va se connecter en temps réel à tous vos organismes en ligne. Et moi, je vous passe le détail de mon histoire, mais en gros, malgré le fait que j'ai eu la chance d'avoir une activité très rémunératrice, c'était dans la tech, ça se passait très bien, j'ai trouvé des missions, du coup, j'ai pu prendre un comptable, me faire accompagner. Et bien, malgré ça, je me suis tapé une régule du service, en l'occurrence de la retraite, qui m'a réclamé plus de 30 000 € 3 ans plus tard. Et j'ai eu la chance de pouvoir les payer. Mais je me suis dit, comment c'est possible en fait, j'ai quand même payé un comptable qui était censé être là pour ça. Mais en fait, la loi est tellement tordue, mal fichue, que vous vous retrouvez dans ce genre de situation complètement débile où, des fois, on a l'impression qu'on met juste des bâtons dans les roues des entrepreneurs. Et le but, c'est vraiment d'éviter ça.
à tous les auto-entrepreneurs qui passent par Super Indep, c'est de pouvoir leur dire, si vous êtes chez nous, sachant qu'on peut gérer dès la création, c'est pour ça que je vous en parlerai, c'est évidemment quelque chose qu'on connaît très très bien. Nous, on crée plus de 250 micro-entreprises par mois actuellement. Si vous êtes accompagné, si vous êtes avec Super Indep, on peut vous garantir que vous n'aurez jamais de mauvaises surprises, que ce soit de l'URSSAF ou des impôts, parce qu'en fait, on va surveiller de façon proactive tout ce qui se passe à leur niveau. On va vérifier que vous n'avez pas de dette, on va vérifier que vous n'avez pas de déclaration qui manque, etc. Et évidemment, on va tout automatiser à partir d'outils comptables, donc de logiciels de facturation. On a le logiciel de facturation et à partir de ce logiciel et de vos infos bancaires, on va gérer toutes les déclarations, donc fiscales, sociales, etc. Donc, voilà un peu mon histoire, voilà un peu ce que c'est que Super Indep. Concrètement, c'est ce que vous pourriez attendre d'un comptable, mais vraiment spécifique aux micro-entreprises. Et moi, ma mission, mon trip, ce que j'aime dans la vie, c'est aider les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat. En particulier, ma spécialité, c'est sur la micro-entreprise, mais je suis vraiment à la base un passionné d'entrepreneuriat. Moi, je me suis beaucoup épanoui grâce à ça, et donc je suis ravi de pouvoir essayer d'accompagner, d'aider d'autres personnes à se lancer de la même façon. Le sujet du jour, donc on va parler, comme promis, de création aussi et de justement dans quel cas la micro-entreprise va être adaptée pour vous ou pas, mais on va surtout parler d'un sujet qui peut faire très peur, c'est la TVA. Et là, j'ai mis en micro-entreprise, mais en fait, vous allez voir que la TVA en micro-entreprise, ça n'existe pas, hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas une TVA spécifique aux micro-entrepreneurs, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. En fait, c'est les mêmes règles que pour tout le monde. Que vous soyez en SASU, en EURL, en EI ou en micro-entreprise, vous aurez les mêmes règles de TVA à respecter. La seule différence entre la micro-entreprise et les autres, c'est que par défaut, la micro-entreprise est ce qu'on appelle en franchise en base de TVA, c'est-à-dire qu'on lui permet par défaut, quand elle se lance, de ne pas collecter de TVA auprès de ses clients, alors que les autres statuts, par défaut, sont à la TVA. Mais en fait, on peut tout à fait, dès la création d'une micro-entreprise, demander à être à la TVA, de la même façon qu'on peut tout à fait avoir une URL, une SASU ou une EI et demander à ne pas être à la TVA. C'est complètement possible. Donc voilà, ça je reviendrai dessus, mais c'est souvent un gros amalgame. Il y a beaucoup de gens même qui pensent qu'on ne peut pas être à la TVA quand on est en micro-entreprise, etc. Bon, de toute façon, il y a une désinformation énorme autour du régime de la micro-entreprise. Donc, bravo d'être là, puisqu'aujourd'hui, vous allez apprendre tout un tas de choses autour de ça et que plus personne ne pourra vous raconter des bêtises sur la micro-entreprise. Partons du début. Qu'est-ce que c'est que la TVA? Taxe sur la valeur ajoutée. C'est une invention française, figurez-vous, mais qui a vite été copiée dans le monde entier parce qu'elle est absolument magique. Le principe, c'est de faire collecter un impôt pour tout ce qui se passe sur votre territoire. Et en plus, c'est même pas vous qui avez besoin de collecter cet impôt, c'est ceux qui produisent la valeur, donc en l'occurrence les entrepreneurs. Donc c'est génial hein, du point de vue d'un État, parce que vous en doutez, pour un État, ça peut être compliqué de collecter l'impôt, mais du coup, si vous pouvez déléguer cette partie collecte, ça devient absolument super. Et donc sur toute la valeur ajoutée, ça veut dire que dès qu'un service s'échange, dès qu'un bien est vendu, eh bien vous taxez ce qui se passe. Donc certes, ça a été inventé par les Français, mais comme je vous le disais, tout le monde entier s'en est vite, se l'est vite accaparé, puisque forcément, pour les États, ça représente une source de revenus énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que plus vous développez l'activité économique de votre pays, et plus vous collectez de TVA, et donc plus vous pouvez investir par ailleurs. Donc voilà d'où vient la TVA. Donc très concrètement, pour vous, en tant qu'entrepreneur, comment ça marche? Eh bien, quand vous devez facturer quelque chose, vous ajoutez une taxe. Oui, ça peut paraître injuste, mais concrètement, effectivement, si vous vendez un bien 100, eh bien, en fait, vous allez ajouter une taxe qui dépend de votre activité, mais la plupart du temps, c'est 20%. Alors, sauf en effet pour ceux qui sont dans les DOM, etc. Si vous voulez, on reviendra dessus, mais en gros, il y a des taux spécifiques moindres quand vous êtes notamment dans les DOM ou en Nouvelle-Calédonie. Mais globalement, en tout cas, vous appliquez un taux supérieur et donc, au final, vous vendez, votre consommateur final, celui qui achète votre produit, lui, il va devoir payer plus cher que ce que vous avez vraiment besoin pour vivre.
Évidemment, on peut trouver ça injuste parce que oui, bah, du coup, c'est vous qui produisez la valeur, mais bon, il ne faut pas oublier qu'un État, c'est pas complètement inutile non plus. C'est lui qui produit les infrastructures, c'est lui qui, voilà, qui produit l'école, bref, avec la TVA, on finance quand même tout un tas de trucs, je vous rassure. Donc, quelque part, c'est juste que le consommateur final, quand il achète un produit, bah, il achète effectivement un produit à un commerçant, à un entrepreneur, mais il achète aussi quelque part le bien-être du pays dans lequel il vit et il paye indirectement du coup bah, les infrastructures et tout ce qui lui permet de bien vivre dans ce pays. Donc, c'est toujours le consommateur final qui paye. Ça va être très important, on va revenir dessus après. Et donc, vous, en tant qu'entrepreneur, bah, vous gardez cette TVA temporairement et puis vous la reversez aux impôts. En fait, idéalement, si c'était possible, elle serait reversée directement aux impôts. Mais par mesure de simplicité, en fait, vous encaissez la somme entière. Donc, si vous deviez vendre un bien 100, bah, finalement, vous allez le vendre 120. Et ces 20 € qui arrivent sur votre compte, vous allez directement les reverser à l'État. Donc, c'est ça le fonctionnement de la TVA. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant pour eux, mais vous allez voir que ça peut être aussi très intéressant pour vous en tant qu'entrepreneur. C'est pour ça, en tout cas, qu'on parle de montant hors taxe et de montant TTC. Souvent, c'est un peu nouveau quand on débarque dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que, en fait, quand vous êtes le consommateur final, voilà, vous, quand vous allez faire vos courses, vous ne vous demandez pas combien de TVA vous allez payer. Et pourtant, vous en payez sur l'intégralité de ce que vous achetez. Mais du coup, quand vous devenez entrepreneur, bah, c'est très important parce que le hors-taxe, ça correspond à votre chiffre d'affaires, c'est l'argent que vous gagnez, alors que le TTC, bah, c'est le volume global d'affaires que vous générez, mais il y a une partie qui ne vous appartient pas, que vous reversez directement. Donc, première information très importante, quand vous êtes entrepreneur, et là encore, peu importe votre statut, pour le coup, votre chiffre d'affaires, c'est toujours hors taxe. D'accord ? Un chiffre d'affaires TTC, ça n'existe pas, enfin, vous pouvez vous amuser à le regarder, mais il n'a pas vraiment d'intérêt. C'est vraiment le chiffre d'affaires hors taxe qui est intéressant parce que c'est lui qui donne une vraie idée derrière de vos revenus, de votre volume d'affaires et de l'argent que vous générez réellement. Donc voilà ce que c'est que la TVA. Et comme je le disais, la seule différence entre la micro-entreprise et les autres, c'est que par défaut, la micro-entreprise n'a pas besoin de collecter cette TVA jusqu'à un certain seuil, on va le voir après, alors que par défaut, les autres entreprises ont besoin de le collecter. Mais encore une fois, vous avez tout à fait le droit de créer une URL en franchise en base de TVA, tout comme vous avez le droit de créer une micro-entreprise au régime normal de TVA. Les deux sont complètement possibles, donc c'est complètement décorrélé en fait de savoir si vous êtes à la TVA ou si vous êtes en micro-entreprise. Néanmoins, effectivement, en gros, il faut bien comprendre un truc super important sur la micro-entreprise et que je répète tout le temps, c'est simplifier. Simplifier, ça ne veut pas dire simple. Donc, il y a plein de choses à savoir sur la micro-entreprise. D'accord ? Oui, c'est plus simple à gérer qu'une URL. Non, il ne faut pas le gérer n'importe comment pour autant, parce que ça peut vous retomber dessus. Vous pouvez vous retrouver. La fameuse histoire des impôts ou de l'URSSAF qui vous demande 30 000 € 3 ans plus tard. Croyez-moi, ce n'est pas une légende urbaine, c'est des trucs que je gère toutes les semaines avec des dizaines de clients qui se font avoir. Et notamment, parmi les choses qui sont très souvent ratées, il y a ce fameux seuil de TVA. Parce que du coup, je vous ai dit, normalement, vous ne payez pas la TVA. Mais en fait, l'auto-entreprise a été pensée pour vraiment être le plus simple possible à la base. Et donc, ils sont partis du régime le plus simple qu'ils connaissaient, qui était l'entreprise individuelle. Et ils ont ajouté encore des options de simplification, l'option micro-fiscale et micro-sociale. Pour faire simple, c'est ces options qui font que on ne peut pas déduire vos frais. C'est-à-dire qu'en gros, en micro-entreprise, personne ne sait exactement combien vous gagnez. D'accord ? On connaît seulement votre chiffre d'affaires. Mais votre chiffre d'affaires, ce n'est pas exactement combien vous gagnez. Parce que une fois que vous avez votre chiffre d'affaires, vous payez des charges sociales, vous avez des frais, etc. Donc, en fait, votre revenu net, quand vous êtes en micro-entreprise, personne ne le connaît. Et c'est OK. C'est-à-dire que l'État a dit, OK, on va créer ce régime dans lequel on accepte de ne pas savoir exactement combien gagne la personne parce que ça permet de simplifier. Notamment, ça permet de ne pas lui demander un bilan, ça permet de ne pas lui demander des liasses fiscales. Donc, ça simplifie tout l'aspect administratif. Mais la contrepartie, c'est que du coup, nous, on va calculer, parce que quand on vous demande des bilans et des liasses fiscales, ce n'est pas juste pour vous casser les pieds. C'est en fait pour savoir combien vous gagnez. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir combien vous gagnez ? Tout simplement parce qu'on a besoin de vous
taxer. On a besoin de faire payer de l'impôt sur le revenu, on a besoin de faire payer les cotisations URSSAF. Et là encore, ce n'est pas de l'argent qu'on jette directement par la fenêtre, hein, c'est de l'argent qui sert dans les infrastructures, la santé, la retraite, etc. Donc, on doit payer ça en fonction de ses revenus. Et comme ils ne connaissent pas exactement vos revenus, ils les estiment à partir de votre chiffre d'affaires. Donc, ils prennent votre chiffre d'affaires, ils appliquent un pourcentage fixe. Donc, par exemple, si vous faites de la prestation de service libérale, c'est 25,3%. Si vous faites de l'achat-revente, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des gens qui lançaient des activités d'achat-revente, en micro-entreprise, vous serez taxé à 12,3% de votre chiffre d'affaires. Mais du coup, ils ne connaissent pas vos frais, donc c'est très important de ne pas avoir trop de frais quand vous êtes en micro-entreprise, sinon ça peut être vraiment pas intéressant. Je vous donne un exemple très simple, et une fois que vous aurez compris ça, vous verrez tout de suite si la micro-entreprise s'est adaptée à votre projet ou pas. En fait, vu que vous êtes taxé sur votre chiffre d'affaires, et vu que personne ne sait combien vous gagnez, ils appliquent ce qu'on appelle un abattement forfaitaire. Donc, ils prennent votre chiffre d'affaires et ils enlèvent, par exemple, 71% de votre chiffre d'affaires si vous faites de l'achat-revente, et ils considèrent que ce qui reste, c'est effectivement votre revenu net imposable. Mais du coup, regardez, si votre activité, c'est d'acheter et de revendre des voitures, si vous achetez une voiture 9 000 et que vous la revendez 10 000, eh ben c'est super, vous vous dites, j'ai gagné 1 000 euros. Et en théorie, c'est vrai. Sauf qu'en pratique, si vous faites ça sous le régime de la micro-entreprise, du coup, votre chiffre d'affaires, c'est 10 000 euros. Et comme personne ne sait que vous avez dû dépenser 9 000 euros pour gagner ces 10 000 euros, en fait, vous allez payer 12,3% sur vos 10 000 euros de chiffre d'affaires. Autrement dit, vous allez payer 1 230 euros d'URSSAF pour avoir gagné 1 000 euros en net. Donc, vous voyez bien que la micro-entreprise, ce n'est pas magique, ça ne marche pas à tous les coups. Et notamment quand vous avez beaucoup de frais, et notamment pour les activités d'achat-revente, ce n'est pas toujours adapté. Mais l'inverse est aussi vrai. Parce que du coup, si vous avez très peu de frais, et bien du coup, vous serez moins imposé, donc notamment pour tout ce qui est activité libérale, activité de service, de formation, ce genre de choses, et bien du coup, en général, vous avez très peu de frais et vous serez en fait moins imposé que si vous déclariez au réel, parce qu'en fait, l'État va faire ce fameux abattement forfaitaire de 34%, notamment si vous avez une activité libérale, et du coup, va moins vous faire payer d'impôts que si en fait, il connaissait vos vrais revenus. Donc voilà, ça c'était juste la petite parenthèse sur la partie micro-entreprise, quand est-ce que c'est intéressant ou pas. Je pense que c'était important, et notamment pourquoi? Parce que une fois que vous avez compris cette simplification et en quoi ils ont simplifié le régime et pourquoi on dit que la micro-entreprise est simplifiée, parce que du coup la conséquence de ça, c'est que vous avez juste à déclarer votre chiffre d'affaires tous les mois, ce qui est beaucoup plus simple que quand vous êtes en société. Mais c'est aussi pour cette raison qu'ils ont mis en place des plafonds. Ils ont mis en place des plafonds en disant « Ok, on accepte cette simplification quand vous vous lancez, parce que ça vous aide à lancer votre projet et ça vous évite de vous mettre tout de suite, de devoir vous entourer d'avocats, de comptables, etc. Et vous pouvez lancer votre business petit à petit. Mais on considère que quand vous allez gagner suffisamment d'argent, vous aurez de quoi vous faire accompagner, payer un comptable, etc. Et donc, il n'y aura plus trop de sujets à ce niveau-là, quoi. » Et donc, effectivement, Aurélie, tu fais bien de poser la question. La micro-entreprise, c'est aussi un des seuls statuts où, si tu fais 0 € de chiffre d'affaires, tu as 0 € de taxe. C'est extrêmement important et extrêmement rassurant quand tu as besoin de te lancer, parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours le cas. Et pourtant, ça peut sembler injuste aussi, parce qu'on va dire, mais attends, si je gagne rien, encore heureux qu'ils ne me taxent rien. Ben non, en fait, si vous étiez en société, si, ils vous taxeraient quand même, et ce ne serait pas complètement aberrant, parce qu'en fait, à partir du moment où vous êtes en société, vous avez des droits, notamment des droits, par exemple, à la santé. Mais du coup, ces droits à la santé, il faut bien qu'ils soient payés, peu importe que vous fassiez du chiffre d'affaires ou pas. Donc, typiquement, quand vous lancez une société, vous pouvez avoir à payer des charges alors même que vous ne gagnez rien. Donc, vous voyez, encore une fois, pourquoi la micro-entreprise est tellement adaptée pour lancer son projet, parce que c'est très rassurant, effectivement, le côté zéro si on ne gagne rien. Et oui, la CFE sera aussi à zéro, parce que la CFE, vous ne la payez que si vous faites plus de 5 000 € d'impôt, de chiffre d'affaires sur l'année. Donc, ça, c'est très important. Ce côté simplification, il explique aussi donc ces fameux seuils. Il explique aussi d'ailleurs pourquoi ils ont choisi de mettre la micro-entreprise et pourquoi c'est le seul régime qui est en franchise en base de TVA par défaut. Parce qu'en gros, ils ont dit, bah, ok, vu qu'on essaye de tout simplifier, on va aussi faire en sorte que ils n'aient pas besoin de gérer la TVA, parce que c'est vrai qu'au début, ça peut être lourd. Quand on arrive dans l'entrepreneuriat, c'est un truc, si on ne connaît pas encore, si on gère par soi-même, la TVA, ça peut être lourd. Mais on va le voir après, ça peut être très intéressant aussi. Du coup, c'est pour ça que par défaut, ils ont dit « Ok, vous n'êtes pas éligible à la TVA ». Et ensuite, ils ont créé 2 seuils.
le seuil de la micro-entreprise, bon, je ne vais pas trop revenir dessus, mais en gros, c'est 77 000 € si vous faites du service et 180 000 si vous faites de l'achat-revente. Et ils ont pris à peu près à la moitié de ces montants, ce qu'on appelle justement le seuil de TVA, c'est-à-dire que là, en fait, ils ont fait un entre-deux en disant, OK, quand tu dépasses pour du service 40 000 € ou pour de l'achat-revente 90 000 €, on va te demander maintenant de gérer la TVA. Voilà, parce que en gros, on t'a fait cadeau, on t'a mis en franchise au moment où tu t'es lancé, on a accepté de ne pas taxer ton activité entrepreneuriale, mais maintenant que tu commences à générer du chiffre, bah, on considère que si tu fais 40 000 € de CA dans l'année, vraisemblablement, tu as de quoi te payer un service comme Super Indep à 19 € par mois pour automatiser tes déclarations de TVA. Bon, en gros, c'est leur raisonnement. Et du coup, ils ont créé cette règle de dire, très bien, donc tu démarres, par défaut, tu n'es pas à la TVA, même si tu peux demander à y passer si tu le veux, mais par contre, si tu dépasses 41 000 €, tu dois passer à la TVA dès le mois du service, dès le mois de dépassement. Donc la règle, en gros, c'est si vous vous lancez et que vous faites, mettons, 10 000 € par mois, simple à comprendre. Donc déjà, première information importante, votre chiffre d'affaires, c'est ce que vous encaissez. Donc ça aussi, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Vu que votre chiffre d'affaires, c'est ce que vous encaissez, ça veut dire aussi qu'en micro-entreprise, par exemple, vous ne pourrez jamais avoir à payer des cotisations sur un impayé. D'accord? Ce n'est pas possible. Des fois, j'ai des clients qui me disent bah non, je ne peux pas payer l'URSSAF parce que mon client ne m'a pas payé. Normalement, ce n'est pas possible. En fait, si vous déclarez correctement, ce n'est pas possible puisque vous ne déclarez à l'URSSAF qu'à partir du moment où votre client vous a payé. Donc, tout ça pour dire que si vous êtes payé 10 000 € en janvier, du coup, vous avez fait 10 000 € de CA, puis vous êtes payé 10 000 € en février, donc vous êtes à 20 000 € de CA en février, encore 10 000 en mars, 40 000 en avril, et donc quand vous arrivez en mai, vous allez être à 50 000 € de CA. Ça veut dire qu'à compter du 1er mai, toutes les factures émises devront être automatiquement à la TVA. Donc, c'est pour ça qu'il faut le surveiller, parce que qu'est-ce qui se passe si vous ne faites rien ? Et bien, ce qui se passe si vous ne faites rien, c'est que vous continuez à facturer sans TVA pendant 2 ans, 3 ans, et puis, la 4e année, vous allez recevoir un courrier des impôts qui va vous dire « Bonjour, on a vu que vous aviez dépassé le seuil en 2023, et du coup, vous nous devez 20% de votre chiffre d'affaires depuis 3 ans. » Ce n'est pas un scénario cauchemar, hein, c'est encore une fois ce que je dois gérer toutes les semaines avec des auto-entrepreneurs notamment qui n'ont pas surveillé ces seuils-là. Heureusement, quand vous traitez avec des professionnels, c'est rarement un gros problème parce qu'on va le voir après, la TVA entre professionnels, en fait, c'est transparent. D'accord ? Mais si vous traitiez avec des particuliers, ça veut dire concrètement que, en tout cas avec des gens avec qui vous ne pouvez pas récupérer la TVA, concrètement, vous venez de perdre 20% de votre CA, mais de façon rétroactive sur les 3 dernières années. Donc, vous voyez pourquoi il faut faire extrêmement attention à ça et pourquoi un outil comme Super Indep peut vous être utile pour automatiser ça et être sûr de rien rater à ce niveau-là. Donc, si vous dépassez le seuil, ce qu'on appelle le seuil majoré, vous devez passer à la TVA dès le mois du dépassement. Mais il y a une autre règle, c'est que si vous dépassez ce qu'on appelle le seuil de franchise, comme vous le voyez qui est un peu plus bas, donc c'est 37 500 pour du service et 85 000 pour de l'achat-revente, si vous dépassez ces seuils de franchise, alors vous devez passer à la TVA, mais seulement à partir du 1er janvier de l'année suivante. Bon, voilà. Donc, vous voyez qu'il y a des règles un peu tordues et que c'est pratique d'avoir un outil qui suit ça pour vous, pour ne pas avoir besoin de vous prendre la tête avec ça. Mais surtout, si vous voulez le faire par vous-même, faites très très attention à quelque chose. Donc surtout, vous êtes nombreux à être en création, ce qui est normal. Faites très attention au prorata. La première année, tous les seuils qu'on vous donne, que ce soit le seuil de micro-entreprise ou le seuil de TVA, doivent être proratisés par rapport à votre nombre de mois d'activité dans l'année. Parce qu'en micro-entreprise, votre période fiscale va forcément du 1er janvier au 31 décembre. Donc, si vous créez le 1er décembre, ça veut dire que votre seuil de TVA à ne pas dépasser, c'est plus 41 250, mais c'est 1/12e de 41 250. D'accord ? C'est même, pour ne pas dépasser le seuil de franchise, c'est 1/12e de 37 500. Donc, si vous vous lancez au 31 décembre, je vous le calcule en live avec mon incroyable calculette. Du coup, si vous faites plus de 3 000 € de CA en créant au 1er décembre, donc vous créez votre entreprise le 1er décembre, et vous encaissez le 15 décembre, mettons, 3 500 €. Vous vous dites, du coup, je suis hyper loin des seuils. Et en fait, 3 500 €, ça vous fait dépasser le seuil proratisé de TVA. Et du coup, vous êtes éligible à la TVA à partir de la première année de l'année suivante. C'est une des erreurs qu'on voit le plus. Faites super attention à ça. Faites vraiment très attention au prorata. Et faites bien attention à ce que votre outil, l'outil que vous utilisez,
sache faire comme super indep. Donc vraiment prendre en compte ces prorata pour ne pas vous mettre en galère. Donc la diff entre le seuil de franchise et le seuil majoré, je viens de l'expliquer, j'espère que c'est clair. Hein. Donc dépassement du seuil de franchise, ça veut dire on passe à la TVA au 1er janvier de l'année suivante. Si vous dépassez le seuil majoré, vous devez passer dès le mois du dépassement. Donc ouais, le montant indiqué, c'est bien le CA, donc c'est toujours ce fameux chiffre d'affaires hors taxe dont on parlait. Et ensuite, sur les factures, du coup, il n'y a pas de TVA. Eh bien non, effectivement, si vous êtes en franchise en base de TVA, vous mettez une mention spécifique. Donc là aussi, c'est pour ça que c'est très pratique d'avoir des outils spécialisés comme SuperIndep qui font ça automatiquement pour vous. Parce qu'effectivement, suivant si vous êtes à la TVA ou pas et suivant votre régime, vous devez appliquer les bonnes mentions sur votre facture pour expliquer pourquoi il y a de la TVA ou pas. Mais du coup, très concrètement, effectivement, vous ne mettez pas de TVA si vous êtes en franchise en base et si vous souhaitez le rester. Alors, quand est-ce que la TVA est collectée, Alexia? On va en parler après, de l'annuel ou du mensuel. On va discuter après de comment, voilà, sous quelle échéance elle est collectée. Et donc, si on fait plus de 3 000 € en janvier, on doit passer immédiatement? Non. Gabriel, j'ai du mal à m'exprimer, mais ce que je te disais, c'est qu'il faut bien tenir compte des prorata, sachant que donc il faut proratiser le seuil qu'on indique ici par rapport au mois auquel tu démarres. Donc, si tu démarres en janvier, il n'y a pas de souci, parce que du coup, il n'y aura pas de prorata. Si tu démarres au 1er janvier, du coup, tu peux aller jusqu'aux 41 000. Mais si tu démarres en juillet, par exemple, bah, du coup, ce sera que la moitié des 41 000. Tu devras diviser par 2 le chiffre d'affaires que tu peux atteindre la première année. Et pareil, si tu crées le 12e mois, du coup, tu pourras faire que du 1/12e. Mais du coup, on dépasse forcément le seuil de franchise en premier. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, si tu dépasses le seuil de franchise, en fait, à partir du moment où tu as dépassé le seuil de franchise, tu es sûr que tu devras passer à la TVA à partir du 1er janvier de l'année suivante, Sonia. D'accord? Mais si en plus de dépasser le seuil de franchise, tu dépasses le seuil majoré, bah, du coup, tu ne peux même plus attendre l'année suivante. Tu dois, dès l'année en cours, passer à la TVA. Voilà. Donc, c'est vraiment l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Si vous faites 10 000 tous les mois, du coup, c'est à partir du mois de mai que vous allez devoir, à partir du 1er mai, toutes les factures émises devront être à la TVA. C'est souvent mal compris, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur ces histoires de seuil, de prorata, etc., parce que c'est vraiment très important pour le coup. Et ce que je vous dis, c'est que nous, c'est vraiment là qu'on voit le plus d'erreurs, notamment sur les applications de prorata. Et il y avait une autre question, effectivement, est-ce qu'on peut revenir en arrière? La réponse est oui, mais pas facilement. En tout cas, il y a beaucoup de gens, notamment, qui pensent que, du coup, ils vont dépasser. Donc, par exemple, ils se disent, bah, OK, en 2026, j'ai fait 50 000, très bien. Mais du coup, au 1er janvier 2027, je repasse sans TVA. Non, pas du tout. Une fois que vous êtes passé à la TVA, vous y restez. D'accord? Et pour ne plus être à la TVA, vous devez repasser sous ce fameux seuil de franchise 2 années de suite. Et si vous repassez sous le seuil de franchise 2 années de suite, alors vous pouvez à nouveau envoyer un message aux impôts et demander à repasser en franchise. Si on fait de l'achat-revente et de la presta en même temps, ça fonctionne comment? Très bonne question. En fait, tu vas cumuler, pour le coup, les seuils. Mais, alors, je vais t'envoyer un article qui explique ça très bien. Voilà, sur comment gérer une activité mixte, parce que c'est une question qu'on a souvent, et là aussi, en effet, il y a souvent des erreurs. Mais en gros, tu vas cumuler les plafonds, les activités. Oula, je sais pas ce que j'ai fait là, je me suis répondu à moi tout seul. Non, ça a l'air d'avoir fonctionné. Bon, je sais pas. Donc, en fait, tu vas cumuler sans pouvoir dépasser le plus bas plafond. Donc, je te prends un exemple très simple. Tu fais 50 000 € en prestation de service. Très bien, donc tu as fait 50 000 € en prestation de service. Du coup, tu peux aller, sachant que le plafond total est à 180 000 € pour l'auto-entreprise, du coup, tu peux faire encore 130 000 € en achat-revente. Autrement dit, les plafonds vont se cumuler, mais sans pouvoir dépasser le plafond le plus haut. Et tu ne peux pas non plus, si tu cumules les deux, dépasser, si tu fais 80 000 € en service et 100 000 € en achat-revente, eh ben, ils vont considérer que tu as dépassé le plafond de la micro-entreprise parce que sur la partie service, tu auras dépassé les 77 000. Voilà.
Et du coup, c'est le même principe, en gros, pour la TVA. Tu vas accumuler de la même façon et ça va permettre de savoir si tu dépasses un seuil ou pas. Donc, c'est là, tu vois, qu'avoir un outil qui fait tout ce calcul automatiquement pour toi, c'est très pratique parce que des fois, entre les prorata et les activités mixtes, ça peut être un peu galère de savoir si effectivement tu as dépassé le seuil de TVA ou pas. Ensuite, à la fin, on reprendra tout un tas de questions, hein, donc n'hésitez pas, voilà, si jamais je n'ai pas répondu, il ne faudra pas hésiter à me les reposer, parce que je ne les vois peut-être pas toutes passer dans le chat. Mais justement, il y en avait une en tout cas sur quand est-ce qu'on démarre, quand on déclare, est-ce que c'est en mensuel, est-ce que c'est en annuel? Alors, en gros, donc par défaut, vous n'avez pas de déclaration, ça, ok, donc si vous n'avez pas de déclaration, pas de problème, rien à déclarer. Si quand vous devez déclarer, vous avez deux options. Soit vous déclarez en mensuel ou en trimestriel, c'est ce qu'on appelle le régime normal, donc soit mensuel, soit trimestriel. Et c'est du coup exactement comme l'URSSAF. Nous, c'est ce qu'on recommande vraiment avec SuperIndep. C'est-à-dire que ce qu'on vous recommande tout le temps, c'est de déclarer déjà avec le même rythme que l'URSSAF, donc soit en mensuel, soit en trimestriel. Et de façon générale, on vous encourage toujours vivement à tout passer en mensuel, parce qu'en fait, il y a un autre très gros avantage à la micro-entreprise qui est largement sous-coté, c'est le pilotage de votre trésorerie. Voilà, des structures comme l'a dit pourront vous le dire. La trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre quand vous êtes entrepreneur. Et le problème, c'est que quand vous êtes en société, en fait, vous payez très souvent justement des cotisations et des taxes qui ne correspondent pas à ce que vous venez de gagner, mais en fait à ce que vous avez gagné il y a 1 ou 2 ans. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est ça qui se passe. Donc, vous pouvez vraiment avoir un effet yo-yo, c'est-à-dire que si vous démarrez au début, que vous gagnez très très bien votre vie, vous vendez plein de choses, mais que vous n'avez pas adapté vos prélèvements, en fait, vous allez payer très peu de cotisations en gagnant beaucoup d'argent. Et puis l'année suivante, pas de souci. Pas de bol, le marché s'écroule, vous perdez des gros clients, je ne sais pas. Vous allez vous retrouver avec un tout petit chiffre d'affaires à payer énormément de cotisations parce qu'en fait, vous allez payer par rapport à ce que vous aviez gagné l'année d'avant. Donc, vous pouvez vraiment avoir cet effet yo-yo qui peut être particulièrement difficile à piloter quand vous êtes entrepreneur en société. Vous n'avez pas ce problème en micro-entreprise, notamment si vous faites cet effort de bien tout mettre en mensuel. Et du coup, ce qui est génial, si vous mettez tout en mensuel, parce que vous pouvez même mensualiser votre impôt sur le revenu, vous pouvez mensualiser la CFE, c'est que ce qui vous reste sur votre compte à la fin du mois, c'est concrètement de l'argent de poche. Et ça, croyez-moi, c'est un luxe incroyable pour un entrepreneur de pouvoir se dire à la fin du mois, ah ouais, cet argent-là, c'est cool, je peux l'utiliser parce que de toute façon, j'ai déjà tout payé. L'URSSAF, la TVA, les impôts, c'est bon, j'ai tout payé. Donc vraiment mensualiser un maximum de choses. Mais il existe un autre mode qui s'appelle malheureusement le régime simplifié d'imposition pour la TVA. Et juste parce qu'il a ce petit nom sexy de régime simplifié, il y a plein de gens qui le prennent alors que c'est vraiment pas une bonne idée. Vous allez voir, je vais vous l'expliquer et vous allez vite comprendre pourquoi c'est pas une bonne idée. Le régime simplifié de TVA, quand vous le prenez, vous allez le payer en 3 fois. Un premier acompte sur l'année N représentant 35% de ce que vous avez encaissé l'année d'avant ou au réel sur ce que vous avez gagné, donc sur la première moitié de l'année. Ensuite, vous allez payer un deuxième acompte en décembre représentant les 55% de ce que vous avez gagné sur l'année d'avant ou au réel par rapport à ce que vous avez gagné sur la deuxième partie de l'année. Et ensuite, vous allez faire une déclaration rectificative finale en avril de l'année suivante. Donc, par exemple, pour payer votre TVA 2026, vous allez la payer au final en mai 2027, enfin en avril 2027, pour dire exactement combien vous avez gagné, déduire les acomptes que vous avez payés et faire la déclaration finale. Vous n'avez rien compris, c'est normal, c'est parce que le régime simplifié d'imposition de TVA, c'est de la merde, c'est vraiment pas fait pour les micro-entrepreneurs. Voilà, plutôt, on va dire ça. C'est-à-dire que c'est pas tant que c'est de la merde, c'est que c'est vraiment pas fait pour le régime de la micro-entreprise. Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Parce que si vous vous rappelez bien, tout à l'heure, je vous ai dit que si vous n'étiez pas en micro-entreprise, vous auriez des bilans, des liasses fiscales. Et les bilans et les liasses fiscales, devinez quand est-ce que ça arrive au mois d'avril. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce mode? En fait, c'est tout simplement pour que les entrepreneurs qui ne sont pas en micro-entreprise puissent avoir leur bilan. En fait, en gros, qu'ils puissent piloter la TVA. En fait, il faut comprendre que pour une grosse entreprise qui vend énormément de choses, savoir exactement où elle en est au niveau de la TVA, ça peut être très difficile. Parce que, en fait, suivre sa trésor en temps réel, c'est très difficile quand on est une grosse entreprise. Donc, pour faciliter ça, ils disent, OK, vous nous faites une déclaration par rapport à ce que vous avez gagné l'année d'avant, et puis à la fin, quand vous aurez votre bilan et que vous saurez exactement combien vous avez gagné, vous ferez la déclaration finale et tout sera en ordre. Voilà ce qu'on appelle le régime simplifié. Mais croyez-moi, ce n'est pas simplifié pour les auto-entrepreneurs.
Vraiment, la plupart des gens qu'on suit qui sont complètement paumés, ils ont pris cette option sans trop savoir ce que c'était. Et souvent, ils sont complètement perdus parce qu'en fait, comme vous payez du coup l'année suivante ce que vous avez gagné l'année d'avant, enfin voilà, c'est vraiment l'enfer. Ça n'a aucun intérêt quand vous êtes en micro-entreprise. Donc, pour répondre concrètement à la question, 3 modes possibles, mensuel, trimestriel ou annuel, mais avec une gestion d'acompte. Et vraiment, on vous recommande de vous mettre en mensuel. C'est ce qui sera le plus simple pour vous. Et donc maintenant, très important quand même, depuis le temps qu'on parle de TVA, et je vous ai dit, quand on crée une micro-entreprise, on peut choisir d'être tout de suite assujetti à la TVA. Mais pourquoi on ferait ça? Ça a l'air chiant la TVA quand même, il faut faire des déclarations. Eh bien, pour une raison simple, c'est que vous allez pouvoir récupérer la TVA sur vos dépenses professionnelles. Pourquoi? Parce que l'État, en gros, reconnaît que c'est un bénéfice de collecter l'impôt pour eux, et donc en échange de ce service rendu, ils vous permettent de vous-même ne pas payer de TVA sur ce que vous achetez. Donc les professionnels qui sont soumis à la TVA ne payent pas la TVA sur ce qu'ils achètent. Sur tout ce qu'ils achètent, que ce soit un bien ou un service. Donc, je vous prends un exemple pour forcer le trait. Si vous êtes chauffeur VTC et que vous avez besoin d'acheter un véhicule pour lancer votre activité, eh bien, c'est sans doute une très mauvaise idée de ne pas vous mettre à la TVA dès que vous vous lancez, parce que si vous n'êtes pas à la TVA et en micro-entreprise quand vous vous lancez, ça veut dire que vous allez payer 20% de TVA sur votre véhicule que vous auriez pu éviter. Et donc, c'est vrai pour toutes vos dépenses. C'est vrai pour votre abonnement Super Indep, c'est vrai pour votre compte bancaire, etc., etc. Donc, c'est aussi un truc que j'explique très souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la TVA, alors qu'en fait, avec ce que je viens de vous expliquer, vous savez que du coup, maintenant, vous savez que si vous travaillez avec des professionnels, ils s'en foutent complètement de votre TVA. Si vous vendez un service ou un bien à un autre professionnel, il s'en fiche de vous payer de la TVA parce que lui-même va la déduire de son côté. Donc, si vous vendez, je ne sais pas moi, des formations ou des services, du coaching à la journée, que vous le vendiez 1 000 € hors taxe ou 1 200 € TTC, il s'en fout. Pour lui, c'est pareil. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'entre professionnels, on parle tout le temps en hors taxe. Et c'est aussi pour ça qu'il existe des magasins, je sais pas, notamment dans le BTP pour les professionnels, où tous les prix sont systématiquement affichés en hors taxe, parce qu'en fait, vous pouvez récupérer cette TVA. Et donc, même quand vous avez peu de dépenses, ça peut être très vite intéressant. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, la plupart des clients de Super Indep, ils viennent chez nous pour passer à la TVA. Et finalement, le simple fait de passer à la TVA, ça autofinance leur abonnement de Super Indep, parce que récupérer entre 20 et 100 € de TVA par mois, en fait, c'est très facile. Une fois que vous avez cumulé quelques repas, vos abonnements à droite à gauche, votre compte bancaire, etc., en fait, arriver à 100 € de TVA par mois, ça va très, très vite, quoi. Donc, vous avez vraiment ce sujet de récupération de TVA qui est extrêmement intéressant. Et c'est vrai dans tous les cas, hein. C'est-à-dire que même si vous facturez des particuliers, là, effectivement, c'est embêtant parce que le particulier, vous devez le faire payer 20% de plus pour le même tarif, pour le même service. Mais n'empêche que vous pouvez récupérer la TVA sur vos dépenses. Évidemment, ça, ce n'est pas possible quand vous êtes en franchise en base de TVA, hein. Pour être bien clair, c'est seulement quelque chose qui est possible quand vous passez à la TVA, quand vous choisissez d'être à la TVA. Et c'est une des raisons pour lesquelles il peut être très intéressant d'y passer dès que vous vous lancez, parce qu'en plus, c'est très souvent au moment de la création, en vérité, qu'on a des frais, parce qu'il faut acheter du matériel, parce qu'il faut se former, etc. Donc, en fait, ça a souvent du sens. Et si vous êtes en B2B, c'est même certain que ça a du sens. Donc, en B2B, si vous avez prévu de travailler avec des professionnels, c'est certain que ça a du sens pour vous de passer à la TVA dès la création. Il y a un autre point qui n'est pas si négligeable qu'on pourrait le croire. Ouais, Alexia? Non, j'allais dire, il y a pas mal de questions sur après comment récupérer cette TVA et s'il y a s'il y a aussi un peu des critères d'achat. Par exemple, la personne demande si c'est un four professionnel pour mon activité. Est-ce que je dois payer la TVA? Est-ce qu'il y a, il y a des lignes critères? Oui, tu fais bien. Mon chat s'était bloqué, c'est vrai que je ne voyais plus les questions descendre, désolé. Donc oui. Donc en fait, c'est le même principe que des frais professionnels. Donc si c'est lié à votre activité, typiquement un four, si c'est un four professionnel, il n'y a aucun doute sur le fait. D'ailleurs, nous, on a accompagné notamment des micro-boulangers
qui achetait un four à pain. Et voilà, c'est des achats effectivement des fois à 30-40 000 euros. Mais voilà, comme un véhicule pour un VTC, à partir du moment où c'est un usage pro, il n'y a aucun souci. On le rentre. Et derrière, on peut récupérer la TVA. Donc, effectivement, il va y avoir aussi tout ce qui est ordinateur, téléphone, etc. Donc, ça peut vraiment aller très, très vite. Le critère, c'est est-ce que c'est un usage pro? Évidemment, si vous avez un usage mixte, c'est possible aussi. Simplement, vous allez du coup appliquer un prorata. Vous allez dire, bah oui, j'ai acheté un ordinateur, effectivement, je m'en sers aussi à titre perso. Donc voilà, je vais déduire dans ce cas-là 50% de la TVA de mon ordinateur, puisque j'estime qu'il a 50% à titre pro. Et ce mécanisme de TVA, pour bien comprendre comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on fait pour ne pas payer la TVA? Parce qu'effectivement, c'est pas parce que vous êtes micro-entrepreneur et que demain vous allez aller à la FNAC que vous n'allez pas payer la TVA de l'ordinateur que vous allez acheter. Donc effectivement, vous allez aller chez votre marchand, vous allez payer cette TVA. Donc vous allez payer 1 200 € pour avoir un ordinateur qui coûte 1 000 € hors taxe. Mais du coup, vous allez avoir 200 € de TVA à déduire. Et sur votre déclaration de TVA, c'est pour ça d'ailleurs qu'une déclaration de TVA, c'est beaucoup plus compliqué qu'une déclaration URSSAF. Et c'est pour ça en général qu'on vous recommande de vous faire accompagner. Sur votre déclaration de TVA, vous allez dire, ce mois-ci, j'ai facturé pour 5 000 € de service hors taxe. Donc j'ai encaissé 1 000 € de TVA. Donc normalement, je vous reverse 1 000 €. Mais avant de vous reverser ces 1 000 €, j'ai aussi dépensé 200 € dans un ordinateur professionnel. Enfin, 1 200 €, donc 200 € de TVA dans un ordinateur professionnel. Donc ce que je dois vous payer, c'est 1 000 moins 200 égale 800. Et donc vous ne payez que 800 € à l'État. Mais du coup, vous voyez que c'est très intéressant parce que ça veut dire que ces 200 € de différence, ils restent bien sur votre compte, d'accord? Parce que vous, votre client final, il ne vous a pas payé 5 000 € hors taxe, il vous a bien payé 6 000 € TTC. Donc, vous avez 6 000 € qui sont arrivés sur votre compte et vous n'en avez que 800 qui sont ressortis, alors que votre chiffre d'affaires, c'est seulement 5 000. Et ces 200 € de TVA, ils sont d'autant plus intéressants que ce n'est pas du revenu, ce n'est pas du chiffre d'affaires. Donc, vous n'êtes pas taxé sur ce montant. Donc, en vérité, quand vous arrivez à garder 200 € de TVA pour vous, c'est comme si vous aviez fait 300 ou 400 € de CA en plus, parce que du coup, vous n'avez pas besoin de payer de cotisation là-dessus, quoi. La TVA, ça ne se déclare pas à l'URSSAF, ça se déclare sur le site des impôts professionnels. C'est pour ça aussi que c'est un peu plus compliqué. Et si on est en B2C, eh ben là, il faut vraiment voir au cas par cas. C'est-à-dire que dans tous les cas, il faut que tu anticipes. En tout cas, si tu es dans un business où tu ne peux pas récupérer la TVA, il faut que où tu ne peux pas, où tes clients ne peuvent pas récupérer la TVA, il faut que tu anticipes dans tous les cas. Il faut que tu dises, OK, quoi qu'il arrive, il faut que je lance un business qui, quand j'arrive au seuil de TVA, reste rentable. Parce que ça, je l'entends trop souvent, moi, des auto-entrepreneurs qui me disent « Ah mais non, je ne peux pas appliquer la TVA, sinon je perds tous mes clients. » Bah non, mais du coup, tu n'as pas lancé un business, tu as juste profité d'une niche fiscale pour lancer un truc. Et au final, en gros, tu es en train de m'expliquer que si tu as des clients, c'est parce que tu es 20% moins cher que tous les autres. Ça, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Il ne faut pas avoir cet état d'esprit-là. Donc, il faut bien te dire « Ok, si mon service il vaut 100, eh ben, je le vends 120 dès la création. » Par contre, effectivement, si mes clients ne peuvent pas récupérer la TVA, ça peut valoir le coup de passer à la TVA le plus tard possible, parce que, à la limite, pour se lancer, il vaut mieux que je garde les 120 et qu'après, j'en garde que 100 quand je serai à la TVA. Au moins, je ne perds pas mes clients et j'ai un business rentable, mais le temps que je me lance, je fais payer 120 plutôt que 100. Et au moins, j'encaisse vraiment les 120. Et c'est plus intéressant pour moi de garder ces 20 en revenus que de récupérer de la TVA sur mes dépenses. Voilà. Donc, c'est ça, effectivement, qu'il faut regarder. Mais là, c'est vraiment au cas par cas. Mais du coup, en gros, si vous avez des clients professionnels, c'est forcément intéressant d'y passer rapidement. Si vous n'avez pas des clients professionnels, en gros, je dis plus large parce que vous pouvez aussi avoir des professionnels qui ne peuvent pas récupérer la TVA parfois. Et dans ce cas-là, effectivement, ça peut valoir le coup de temporiser et d'y passer le plus tard possible. Mais dans tous les cas, il faut le prévoir. C'est vraiment trop dommage de rester sous les seuils de TVA par peur de grossir, quoi. C'est pas possible. On a le cas aussi d'Estelle, qui dit justement dans l'artisanat, on lui a jamais conseillé d'être assujetti à la TVA parce que l'achat de sa matière première n'était pas assez importante. Est-ce que du coup, c'est ce que tu dis, ça, c'est aussi un critère? Ouais, en fait, c'est lié aussi à ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'artisanat, tes clients sont très certainement des particuliers, ou en tout cas des gens qui ne peuvent pas récupérer la TVA. Et du coup, en effet, ça peut être plus intéressant d'y passer le plus tard possible.
parce que ta matière première va... En gros, c'est plus intéressant pour toi de pouvoir facturer 20% de plus à tes clients plutôt que de récupérer la TVA sur tes dépenses. Donc, c'est pour ça que je dis après, c'est vraiment au cas par cas. Et pour ceux, effectivement, qui ont des fournisseurs à l'étranger, les règles de TVA à l'étranger, là, je ne peux pas trop rentrer dans le détail, mais en gros, normalement, notamment sur tout ce qui est service, quand tu es un professionnel et que tu es à la TVA, du coup, tu n'as pas besoin de payer la TVA à l'étranger. Mais je donne un exemple très simple. Si vous avez un abonnement de ChatGPT, parce que c'est pas mal à la mode, et ben en fait, si vous leur donnez votre numéro de TVA, du coup, ils ne vous feront pas payer la TVA sur leur abonnement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais dans tous les cas, c'est des choses à déclarer. Et donc, c'est toutes les dépenses qui sont faites après la création, mais même avant, pour le coup, Claire. Tu peux remonter même jusqu'à 2-3 mois avant la création, si c'est effectivement des dépenses qui ont clairement été faites dans le but de lancer ton activité pro, on peut les déduire, on peut récupérer la TVA dès le début. Et donc, pour tout ce qui est d'achat-revente à l'international, le truc, c'est que là, je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'en fait, ça dépend de l'international en question. Voilà, ça dépend des pays. Vous n'avez pas les mêmes règles en UE, vous n'avez pas les mêmes règles dans différents pays, mais la plupart du temps, justement, c'est la raison. Il y avait quelqu'un tout à l'heure, j'ai vu, qui parlait de TVA à l'importation. C'est exactement pour cette raison que souvent, vous payez la TVA en fait directement à la douane. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément payer de TVA dans le pays d'où ça part, mais du coup, quand ça arrive à la douane, ils vont vous faire payer de la TVA française par rapport à ce que vous importez. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, notamment pour la Chine, Marie-Madeleine. Et Claire, tu ne comprends pas comment on peut garder le montant de la TVA. Alors, non, mais alors attention, effectivement, je n'ai pas dit que tu allais facturer la TVA à un client et de la garder pour toi. On est bien d'accord que si tu es à la TVA, tu es obligé de la reverser. Par contre, tu peux choisir, si tu sais que ton service, toi, idéalement, tu as besoin de le vendre 100. Tu peux choisir dès le début de le vendre 120, par exemple, et de dire, bah, tant que je ne suis pas à la TVA, 120, c'est tout ce que je vais garder pour moi. Et une fois que je passerai à la TVA, et donc là, oui, je collecterai, je déclarerai la TVA, et ben c'est 20, je vais effectivement les reverser. D'accord ? Mais effectivement, à partir du moment où tu déclares de la TVA, enfin, quand je dis que tu vas le faire payer 120, ça veut dire que ta facture en montant hors taxe, elle va bien afficher 120. Évidemment, tu ne vas pas lui afficher 100 hors taxe et 20 de TVA et garder la TVA pour toi. Ça, on est bien d'accord que c'est illégal. Et les plateformes appliquent de la TVA en location. En fait, quand tu passes justement sur les montages, en effet, quand tu passes par des plateformes, ça peut devenir compliqué, en effet, parce que toi, tu peux ne pas avoir de TVA, mais eux, ils peuvent être obligés d'en appliquer. Et là, pour le coup, ça dépend si les plateformes facturent en ton nom ou pas. Donc, c'est pareil, c'est un peu comme pour la TVA internationale. Je ne peux pas vraiment rentrer dans le détail parce que là, c'est vraiment du cas par cas en fonction de ta plateforme et en fonction de ton activité. Et donc, ouais, quand tu te lances sans avoir de local et juste avec le statut, est-ce que tu es taxé? Parce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, tant que tu ne rentres pas de chiffre d'affaires, tu ne payes rien. Voilà. Et par contre, non, Diabou, je vous ai bien dit, tu es bien assujetti l'année suivante. À partir du moment où tu as dépassé le seuil de TVA, tu ne reviens pas en arrière automatiquement. Tu peux éventuellement repasser en franchise. Si tu passes 2 années sous le seuil, alors la 3e année, tu peux redemander à passer en franchise. Juste pour avancer un peu là-dessus, donc voilà, récupération de TVA, c'est vraiment le plus gros intérêt, hein, c'est normal qu'il y ait plein de questions autour de ça. Oui, Sandrine, des locaux pro, typiquement, tu peux faire passer la récupération de TVA dessus, il n'y a aucun souci. Encore une fois, l'histoire, c'est vraiment est-ce que c'est pro ou pas. Et après, si tu as un contrôle fiscal, ils vont te demander de le justifier. Ils vont te dire, bah, donnez-moi les factures, prouvez-moi que c'était un usage professionnel. Voilà. Il y a aussi un sujet de crédibilité, mine de rien, parce que si vous êtes en franchise de TVA, votre interlocuteur, il sait que vous faites moins de 40 000 € de CA. Voilà, donc ça peut être un sujet suivant le secteur dans lequel vous travaillez. Alors que quand vous êtes à la TVA, bah, il sait que vous êtes entre 0 et l'infini. En fait, voilà. Parce que d'ailleurs, c'est un autre point, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en micro-entreprise, on ne peut pas dépasser un certain seuil. Je vous ai dit, oui, il y a le seuil qui existe de 77 700. Mais en vérité, vous pouvez le dépasser, ce seuil. Et vous pouvez le dépasser 2 années de suite avant d'être obligé de changer de statut. Donc, c'est large, c'est souple. D'accord ? C'est fait pour vous aider à vous lancer et il n'y a pas de problème au fait de le dépasser. Donc, même un micro-entrepreneur, si vous êtes à la TVA, en fait, on ne sait pas combien de CA vous faites. En plus, donc voilà, ça vous aide vraiment, ça vous fait un petit revenu complémentaire.
Et puis, ouais, il y a un autre sujet, c'est que au moins, si vous êtes passé à la TVA, vous risquez plus de rater le seuil. C'est bête dit comme ça, mais je vous assure que c'est un vrai argument parce que, mine de rien, ça peut être stressant pour ceux qui veulent à tout prix rester dessous, de bien surveiller les prorata, etc., et d'être sûr de ne pas être dedans. Et donc, les points négatifs, honnêtement, je pense que le principal, c'est la paperasse, parce que oui, ça a des documents qui sont plus compliqués à remplir, c'est sur le site des impôts pro, quand on se trompe, ça coûte vite 5%, on peut pas... voilà, on peut pas vraiment s'en sortir facilement, c'est beaucoup moins facile qu'avec l'URSSAF. Si vous avez des clients donc, qui ne peuvent pas récupérer, notamment des particuliers, forcément, concrètement, ils payent plus cher le même service, donc c'est plus difficile commercialement, mais je me permets toujours d'insister là-dessus. Hein. Moi, je vous le dis objectivement, j'ai un peu du mal avec les personnes qui me disent « Ah non, non, je ne peux absolument pas passer à la TVA, sinon mon business, il tombe à l'eau. » Enfin, en fait, tous les entrepreneurs du monde payent de la TVA. Donc, à un moment donné, si tu veux lancer un business, il faut que tu sois capable de payer de la TVA avec ton business. Sinon, du coup, ce n'est pas vraiment un business, quoi. Donc, voilà, il faut vraiment comprendre que, oui, du coup, vous allez collecter, mais encore une fois, ce n'est pas de l'argent qu'on jette par les fenêtres non plus. Hein. Mais derrière, voilà, c'est toujours le client en bout de chaîne qui paye la TVA. Il y a un délai aussi pour récupérer la TVA. Hein, je vous ai expliqué le mécanisme. C'est pas je vais acheter mon ordinateur et du coup je le paye sans la TVA. C'est d'abord je l'encaisse et ensuite dans ce que j'ai encaissé, je vais pouvoir en déduire moins. Et d'ailleurs, vous pouvez vous retrouver avec un crédit de TVA pour lequel là vous pouvez demander le remboursement pour le coup. Donc voilà, puisque du coup, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, si en fait vous avez acheté un ordinateur le mois où vous êtes lancé, mais que du coup vous n'avez rien encaissé le mois où vous vous lancez, ce qui n'est pas forcément aberrant évidemment, puisque vous venez de vous lancer, et dans ce cas-là, alors désolé, dans ce cas-là, vous avez un crédit de 200 € et à la fin de l'année, en fait, vous pouvez tout simplement demander le remboursement de ce crédit à l'État. Ça, je le fais tous les ans, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Et enfin, last but not least, ça c'est le plus gros problème qu'on a chez Super Indep. On fait ça depuis des années et je vous garantis que 98% des problèmes des gens qui sont à la TVA, c'est qu'en fait, ils ont mal validé le fameux BANDA, parce qu'en fait, c'est pas comme l'URSSAF. L'URSSAF, c'est très simple, vous rentrez un RIB, ça fait les paiements, on n'en parle plus. Pour la TVA, vous avez un mandat à éditer, à transmettre à votre banque qui doit l'accepter et qui doit supporter ce qu'on appelle des prélèvements B2B, c'est des prélèvements entre professionnels. Et si du coup votre compte ne le supporte pas ou si le mandat n'est pas validé, en fait la déclaration, le paiement ne va pas passer, automatiquement vous allez recevoir des pénalités au bout d'un mois et demi, c'est casse-pied après pour les payer parce qu'évidemment il faut leur demander un RIB, etc. Bref. Donc voilà, il y a cette petite contrainte en plus de devoir demander, enfin de s'assurer qu'on a bien un compte qui supporte les prélèvements B2B. Et ensuite, donc voilà, il y a différents taux, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus. Globalement, vraiment suivant votre secteur et votre activité, voilà, vous pouvez regarder. Je préciserai juste, parce que c'est quand même intéressant à savoir, que notamment, la principale activité qui peut être exonérée de TVA, c'est la formation. Voilà, si vous êtes dans la formation, vous pouvez être exonéré de TVA, peu importe votre chiffre d'affaires. Et donc, pour la récupération de TVA, je pense que vous avez bien compris le principe. Vous la facturez à vos clients et derrière, vous déduisez et en fait, du coup, vous gardez finalement plus d'argent sur votre compte. Et il y avait plein de questions donc, tout à l'heure par rapport à ce qu'on pouvait déduire. Donc, matériel, fourniture, services liés à votre activité, local professionnel, repas professionnel, je ne sais pas, coworking, etc. En fait, ça va plus vite en général de dire ce qui n'est pas déductible. Et en gros, dedans, vous avez tout ce qui est hébergement et transport notamment. Tout ce qui est assurance. Alors en fait, c'est pas que c'est pas déductible, c'est que souvent on n'est pas au courant, mais l'hébergement, par exemple, votre loyer, en fait, vous ne payez pas de TVA dessus. Et les assurances, c'est pareil, vous ne payez pas de TVA dessus. Donc du coup, forcément, vu que vous n'en payez pas, vous ne pouvez pas la déduire. Et après, faire attention aux véhicules. Il faut vraiment que ce soit indispensable dans l'exercice de votre activité pour que vous puissiez récupérer de la TVA dessus. Vous ne pourrez pas récupérer de la TVA sur des frais d'essence si votre activité, c'est coach de vie, par exemple. Ce n'est pas possible. Mais du coup, encore une fois, vous pouvez par contre avoir des dépenses qui sont à la fois pro et perso, et dans ce cas, vous appliquez un prorata. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez vous retrouver avec un crédit qui est reporté et que l'État peut vous payer tout simplement en fin d'année.
Donc, avant de prendre les questions, quelques bonnes pratiques autour de la TVA. Donc, bien surveiller votre chiffre d'affaires ou utiliser un logiciel qui le fait pour vous. Si vous savez que vous allez dépasser, ben, anticipez-le. Ne vous y prenez pas au dernier moment parce que vous allez voir, ouvrir le compte des impôts pro, c'est pas trivial, s'assurer que le compte bancaire fonctionne, etc. Enfin voilà, anticipez-le. Si vous le faites au dernier moment, c'est certain que vous allez être en retard pour votre première déclaration. Retenez bien que le passage à la TVA est obligatoire, mais pas du tout automatique. D'accord? Donc, vous êtes obligé de le faire, mais c'est bien à vous de le faire, ou en tout cas de prendre un service comme Super Indep pour le faire pour vous. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne se fera pas automatiquement. Ou alors 3 ans plus tard et donc beaucoup trop tard et avec des pénalités. Bien retenir que ça n'impacte pas votre chiffre d'affaires puisque votre chiffre d'affaires est toujours hors taxe. Bien vous faire accompagner. Alors honnêtement, enfin, voilà, évidemment, vous dites, bah oui, il n'arrête pas de nous dire de nous faire accompagner, c'est sûr, c'est le business qui vend. Oui, mais franchement, même si vous le faites par vous-même, enfin, prenez vraiment le temps de vous former. Et juste, s'il y a bien un truc sur lequel on voit beaucoup d'erreurs et qui peuvent coûter très cher, c'est la TVA, quoi. Donc, en tout cas, faites-y vraiment bien attention. Et partez surtout pas du principe que c'est un truc aussi simple que l'URSSAF pour les auto-entrepreneurs, parce que c'est pas le cas du tout. Et donc, pour passer à la TVA, en fait, vous allez tout simplement envoyer un message aux impôts professionnels via votre messagerie en ligne. Quand vous êtes auto-entrepreneur, en gros, vous avez 3 organismes à connaître, l'URSSAF, ça en général tout le monde le connaît, les impôts particuliers, que vous connaissez déjà si vous payez déjà vos impôts, et vous avez juste un nouvel organisme qui est les impôts des professionnels, et eux, ils vont vous faire payer la TVA et la CFE. Créer le compte, ça peut prendre un peu de temps, ils vous envoient des courriers ils vous envoient des codes par courrier, donc ouais, anticipez ce passage-là. Donc, surveillez bien votre chiffre d'affaires. Sur la présentation, là, vous pourrez faire un audit si vous voulez. Pour ceux qui sont déjà en activité, en fait, on propose un audit gratuit de votre compte URSSAF qui vous permet de surveiller tout un tas de choses, comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'on fait avec Super Indep, genre est-ce que vous avez une dette, des déclarations qui manquent, etc. Mais on va aussi vérifier notamment si vous avez dépassé des seuils de TVA et si vous les avez dépassés au prorata. Donc, si vous avez déjà une activité, n'hésitez pas à tester. Alors du coup, je vous propose de prendre voilà, les dernières questions que j'ai pu zapper. Alors, il y a des services qui sont déductibles des impôts pour le client, comme les informaticiens. Alors, je n'ai pas trop compris ce point. Mais oui, en tout cas, vous pouvez toujours récupérer la TVA sur vos dépenses pro. Quand on est en franchise en base de TVA, c'est-à-dire qu'on ne paye pas de TVA, oui, c'est avant justement... Non, on doit déclarer sur impôt gouv. Non, justement, quand vous êtes en franchise en base, vous n'avez rien à déclarer à personne. Il faut quand même créer votre compte sur impôt gouv, parce que ça vous sert notamment pour la CFE, mais vous n'avez pas besoin de déclarer quoi que ce soit. Par contre, une fois que vous passez à la TVA, ben justement, vous devez faire des nouvelles déclarations. Quand on est consultant depuis son domicile, est-ce que c'est possible de récupérer la TVA sur des locaux pro? Théoriquement, oui, Jessica, mais en fait, quand tu vas récupérer au prorata, du coup, il faut proratiser l'espace que tu utilises, donc en gros, l'espace de ton bureau, et en plus sur ton usage pro. Donc en fait, quand tu vas proratiser, je sais pas, 1/10 pour la surface, divisé encore par 2 parce que tu t'en sers que la jour, divisé encore par 5/7 parce que c'est que en semaine, tout ça à récupérer sur de l'électricité, par exemple, en fait, tu vas arriver à des sommes assez ridicules. Donc oui, théoriquement, c'est possible. En pratique, moi, je ne recommande pas forcément de déduire des frais de chez soi quand on est chez soi. Alors par contre, tout matériel, ça oui, tu vois, si tu t'achètes un bureau, une chaise, etc., ça, il n'y a pas de problème. Mais déduire un 120e de son électricité, je ne suis pas sûr que ce soit hyper pertinent. Voilà, 77 000, je croyais que c'était 85 000. Ça dépend de quel seuil tu parles. Peut-être que tu mélanges avec les 2 seuils dont je parlais. En fait, 77 700, c'est le seuil de la micro-entreprise à ne pas dépasser quand tu es en service. Les 85 000 dont tu me parles là, c'est le seuil de franchise de TVA quand tu es en achat-revente. Donc, c'est complètement différent. Encore une fois, il y a 2 seuils. Il y a le seuil de TVA. Donc, si tu es en service, le seuil de TVA, si on parle des seuils de franchise, c'est 37 500. Et le seuil de la micro-entreprise, c'est 77 700. Et si tu es en achat-revente, le seuil de franchise, c'est 85 000. Et le seuil de la micro-entreprise, c'est 180 000.
Si j'ai une facture qui vient des États-Unis, est-ce que je peux la récupérer? Non. Malheureusement, si tu as déjà payé de la TVA à l'étranger, tu ne peux plus la déduire parce qu'on ne peut récupérer que de la TVA française. Donc effectivement, ouais, voilà, tu as l'exemple de ChatGPT, etc. Donc malheureusement, si tu as déjà payé la TVA, c'est trop tard. Par définition, on ne peut récupérer que de la TVA française. Et c'est pour ça d'ailleurs que si tu es un pro et que tu fournis ton numéro de TVA, ils ne sont pas censés t'en faire payer quand c'est un service étranger. Même si on a des déplacements avec preuve à la pluie. Marion, j'imagine que tu parles du fait de déduire, récupérer l'argent sur de l'essence, par exemple. Et donc, oui, parce qu'en fait, normalement, tu ne peux pas déduire les transports et les hébergements en frais pro, tout simplement. Où est-ce qu'on peut se former à la déclaration de TVA? Karine, toi, en l'occurrence, tu es chez nous, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est assez facile de te former. Il suffit de me poser des questions et de regarder comment on fait. Sinon, on a plein d'articles, nous, voilà, qui expliquent comment faire les déclarations de TVA. Mais en pratique, honnêtement, encore une fois, en fait, quand vous êtes entrepreneur, un des premiers trucs à déléguer, c'est ça, parce que ce n'est pas votre métier et ça peut vraiment coûter cher de vous tromper là-dessus. Donc, il faut vraiment faire attention autour de ça. Mais sinon, que ce soit sur Super Indep ou ailleurs, il y a tout un tas de sites qui t'expliquent comment faire ta déclaration de TVA. Mais si tu veux, ce qui la rend compliquée, c'est notamment d'être sûr de bien mettre dans les bonnes lignes toute la partie de dépenses et surtout bien s'assurer que ce soit cohérent par rapport à tes déclarations URSSAF notamment. Est-ce que, Emilien, tu peux remettre aussi ton QR code à la fin pour l'autodiagnostic? Tout à fait. Il était ici. Bon, de toute façon, hop, vous pourrez facilement le retrouver dans le replay. Super. Et oui, Estelle, on est d'accord que tu ne peux pas être exonéré de TVA à l'achat de matériel si tu n'es pas passé à la TVA. C'était ce que je disais tout à l'heure. La récupération de TVA, ça ne fonctionne que si tu es à la TVA. Et Jessica, alors ouais, j'avais pas vraiment d'exemple avec l'ordinateur qui vaut 1 200 €, mais c'est vraiment un principe de récupération. Je disais, si ton ordinateur il vaut 1 200 €, toi tu as dépensé du coup 200 € de TVA. C'est 1 000 € hors taxe plus 200 € de TVA. Et donc toi tu vas reverser à l'État la TVA que tu as collectée. Donc si tu as, voilà, si on prend un exemple simple, si toi justement tu as vendu une mission 1 000 €, comme ça c'est les mêmes montants, du coup tu l'as aussi vendu 1 200 € TTC, du coup tu as encaissé 200 € de TVA, mais tu as aussi dépensé 200 € de TVA, du coup tu ne dois rien à l'État, donc tu gardes bien les 1 200 € sur ton compte. Si on ne fait pas la TVA, on paie quel taux sur le montant de vente? Je suis désolé Lila, je n'ai pas compris la question. Le taux URSSAF peut-être? Si tu parles du taux URSSAF, c'est 12,3% quand tu fais de l'achat-revente. Mais dans tous les cas, la TVA en fait va jamais l'impacter parce que le pourcentage de TVA est toujours calculé par rapport à ton montant hors taxe. Est-ce que le régime simplifié, c'est la même chose que le versement libératoire? Pas du tout, Charline. Et je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps de rentrer dans ce que c'est que le versement libératoire. C'est une façon de payer ton impôt sur le revenu. Mais sache que ça n'a aucun rapport avec la TVA. Pour cette question-là, peut-être se rapprocher de l'URSSAF et on a aussi des replays avec l'URSSAF, donc n'hésitez pas. Ouais, non, alors après, le versement libératoire, nous, on le gère aussi chez Super Indep. C'est juste que là, si je rentre dedans, il y en a pour une bonne demi-heure. Mais oui, c'est un sujet qu'on connaît très, très bien et c'est une optimisation qui peut être très, très pratique. Mais voilà, c'est une façon de payer ton impôt sur le revenu et il faut bien vérifier que tu es éligible, etc. Ça fait partie justement des choses qu'on vérifie pour nos clients. Aurélie, oui, tu fais bien de poser la question. C'est vrai que quand tu es sur ton compte des impôts pro, même si tu n'es pas à la TVA, tu peux cliquer pour faire tes déclarations de TVA. Quand je te dis que c'est complètement con et pas très bien fichu et qu'il faut... en le faisant tout seul, tu risques d'être très étonné de beaucoup de choses. C'est typiquement de ce genre de choses que je parle. Oui, voilà, tu peux faire tes déclarations. Et d'ailleurs, si tu veux t'amuser à les faire, tu verras que derrière, ils vont t'envoyer un email en te disant on a refusé votre déclaration puisque vous étiez en franchise. Et du coup, tu as envie de leur dire mais du coup, pourquoi vous me laissez la faire? Et voilà, ça, c'est la vie des entrepreneurs. Est-ce qu'une école est privée ou pro? Ça dépend, mais une formation... Concrètement, une formation, si elle est en lien direct avec ton activité, ça peut complètement passer en dépenses pro. Est-ce qu'en tant que thérapeute, je dois créer un compte impôt pro? Tout le temps. En fait, si vous êtes entrepreneur, peu importe votre statut, vous devez créer un compte des impôts pro. Ne cherchez pas à comprendre. Effectivement, si vous êtes en micro, très souvent, votre comptable va le faire pour vous, mais il faut tout le temps le créer. Comment on fait même si je ne suis pas à la TVA? Là, je peux vous mettre le lien aussi, mais hop.
compte impôt pro. Donc là encore, justement, c'est une des raisons. Donc, deux infos importantes. On accompagne, comme je vous le disais, plein d'auto-entrepreneurs à créer. Hop, donc dans cet article, on explique comment créer le compte des impôts professionnels. Et chez SuperIndep, on fait vraiment cette création étape par étape. On vous donne les bons infos au bon moment, pour pas vous submerger d'informations au début. Et donc justement, on va s'assurer que tout est bien créé. Ensuite, on va vous faire créer votre compte URSSAF. Ensuite, on va vous faire créer votre compte des impôts pro, etc. Donc, dans tous les cas, il faut en créer un, à minima, comme je le disais, pour gérer la CFE, même si vous n'êtes pas à la TVA. Pour ce qui est des créations, d'ailleurs, on propose des créations complètement automatisées à 15 € TTC. Là, pour le coup, justement, vous faites la création à 15 € et derrière, vous recevez une chaîne de mails, justement, qui vous donne ces bonnes infos au bon moment, qui vous dit, voilà, maintenant, il faut bien que tu penses à créer ton compte des impôts, maintenant, il faut bien que tu penses à faire ça, maintenant, etc. Donc, en fait, vous avez toute une formation par email pour être sûr que vous avez tout bien compris et rien raté dans la création de votre auto-entreprise. Merci beaucoup, Emilien. Je pense qu'on a fait le tour. Ou est-ce que tu vois encore d'autres questions? Je suis désolé si on en a raté, mais en tout cas, ce que je peux vous proposer tout simplement, si vous avez encore des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez m'envoyer un email à Emilien. Oh merde, mince, pardon, je me suis encore trompé. Pécool, c'est mon nom de famille en fait. Hop, c'est emilien@superindep.fr. Même si l'autre, en vrai, je le recevrai aussi, mais voilà. Donc voilà, si vous voulez m'écrire à emilien@superindep.fr sur une question spécifique, ou voilà, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui avait une question sur le versement libératoire, avec plaisir pour en discuter. Donc n'hésitez pas, je réponds à tous mes emails 100% du temps. Et comme je vous l'ai dit, ça me fait plaisir d'accompagner les entrepreneurs et de faciliter la vie, notamment des freelances. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, Emilien. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ces informations vous ont aidé à poursuivre votre activité ou à vous lancer et à vous rassurer. Donc, n'hésitez pas, comme l'a dit Emilien, à le contacter. N'hésitez pas aussi à aller voir sur le site de SuperIndep pour prendre rendez-vous et bénéficier de leur accompagnement. On espère que cette webconférence vous a plu. Désolée, on a un peu dépassé, mais je pense que c'était bien utile Fais ce que j'ai pu. d'avoir les réponses à toutes les questions. Merci d'avoir répondu à la majorité. Et écoutez, on vous envoie le lien du replay et on se retrouve pour une prochaine webconférence, on espère bientôt. Merci à tous, très bon après-midi à tous et bon courage pour vos projets. Merci à tous. Bonne fin de journée. Je termine l'événement.